Margaret Foster, à 68 ans, menait une existence modeste et tranquille. Récemment, elle avait dû faire face à la perte dévastatrice de sa fille et de son gendre dans un tragique accident. Depuis lors, elle s'était entièrement consacrée à son petit-fils bien-aimé, qu'elle chérissait profondément. Cependant, sa routine avait été brutalement interrompue par l'arrivée d'agents du service de protection de l'enfance chez elle. Ils affirmaient que, en raison de son âge et de ses ressources financières, Margaret n'était pas en mesure de s'occuper de lui. Le cœur lourd, elle avait vu son petit-fils être emmené au tribunal. Lorsque le garçon avait évoqué sa grand-mère, tout le monde avait été stupéfait. La famille Foster était unique, vivant une vie extraordinaire dans la petite ville pittoresque de Reykjavik, en Islande. Cette région, célèbre pour ses montagnes majestueuses, était non seulement leur foyer, mais aussi la source de leur subsistance et de leur passion. Les Foster et leur fils de 6 ans partageaient un amour profond pour les aventures en plein air. En tant que guides de montagne expérimentés, les parents emmenaient des groupes de touristes du monde entier explorer les merveilles naturelles de cette partie méconnue du pays. Ils se spécialisaient dans la présentation des panoramas les plus spectaculaires aux visiteurs et les guidaient sur des sentiers nocturnes à la recherche de l'aurore boréale. Lors de ces excursions, tant les adultes que les enfants s'émerveillaient devant ce spectacle naturel. Certains touristes étaient si touchés qu'ils s'agenouillaient pour admirer le ciel dansant, tandis que d'autres pleuraient de gratitude envers le couple Foster. Offrir de telles expériences aux visiteurs procurait un sentiment d'accomplissement qui surpassait tout gain financier. Cependant, leur profession comportait des risques considérables. Chaque sentier emprunté présentait une liste de dangers potentiels, tels que des conditions météorologiques extrêmes, des terrains accidentés sur la glace et le risque d'eau géothermique. Malgré ces dangers, la passion et le respect qu'ils avaient pour la nature et leur métier les guidaient dans chaque aventure. Par une belle après-midi ensoleillée, bien que le thermomètre n'indiquât que 2 degrés Celsius, le couple de guides conduisait un groupe touristique sur les sentiers d'une montagne. Au cours de la randonnée, un incident imprévu s'était produit. Un des touristes, par un moment d'inattention, avait eu un accident et semblait s'être fracturé la cheville. Incapable de marcher, il avait besoin d'une aide immédiate. Le couple avait rapidement décidé de rester auprès du touriste blessé, attendant l'arrivée des secours, tandis que le reste du groupe continuait la descente avec l'assistance d'un autre guide. Les 60 premières minutes avaient semblé une éternité. La température avait commencé à chuter drastiquement, aggravée par un vent glacial qui intensifiait la sensation de froid. Bien qu'inquiets, les guides étaient restés calmes pour ne pas alarmer le touriste blessé. Ils savaient cependant que ce changement climatique pouvait rapidement devenir dangereux. Les opérations de sauvetage, tant terrestres qu'aériennes, avaient été temporairement suspendues en raison de fortes rafales de vent, rendant impossible l'accès à la montagne jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Une tempête de neige inattendue avait commencé à causer des problèmes, et en quelques minutes, elle avait atteint la montagne, apportant avec elle une force implacable. Ce n'est qu'après de longues heures, lorsque le vent s'était finalement calmé, qu'un hélicoptère de sauvetage avait pu atteindre l'endroit où les 3 attendaient. Alors que l'hélicoptère survolait la zone, l'équipe de sauvetage cherchait des signes de vie. Le paysage était désolant, sans aucun signe de vie visible. 2 secouristes déterminés avaient débarqué et commencé à fouiller le terrain accidenté. Ils appelaient, espérant une réponse, mais tout ce qu'ils entendaient était le silence de la nature. Après 30 minutes de recherche incessante, alors qu'ils étaient sur le point de retourner à l'hélicoptère pour élargir la zone de recherche, l'un d'eux remarqua un gant sur le sol. En le tirant prudemment, un bras fut révélé, et la triste découverte indiquait que l'aide était arrivée trop tard. Pendant que cette recherche se déroulait, la vie de la famille Foster prenait un tournant douloureux. Leur fils Andrew n'avait que 6 ans à l'époque et était sous la garde d'une nourrice, comme c'était habituel lorsque ses parents travaillaient. La police eut la difficile tâche d'annoncer la tragédie à la grand-mère d'Andrew. Margaret Foster, à 68 ans, était une femme énergique et extrêmement dévouée à sa famille. Elle gardait un contact constant avec sa fille et son petit-fils, se rendant chez eux dès qu'elle le pouvait, partageant son temps entre s'occuper de son mari William, qui était en fauteuil roulant, et travaillant comme réceptionniste dans un hôtel. Ce jour-là, alors qu'elle était au travail, Margaret reçut la visite inattendue du chef de la police locale. Lorsqu'elle fut informée de la mort de son fils et de sa belle-fille, la nouvelle fut un coup dévastateur. Consumée par la douleur, Margaret s'effondra en larmes, pleurant profondément et inconsolablement devant les clients et les collègues. C'était une expression de tristesse et de désespoir qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Margaret, qui avait déjà affronté des adversités dans sa vie, comme l'accident tragique qui avait laissé son mari invalide, faisait maintenant face à la douleur incommensurable de perdre une fille. Le jour des funérailles, elle observait attentivement son petit-fils Andrew.
Le garçon restait silencieux, sans verser une larme ni prononcer un mot, laissant Margaret inquiète du tourbillon d'émotions qu'il pouvait ressentir intérieurement. Quelle serait la profondeur de sa douleur? Jusqu'à quel point comprenait-il l'ampleur de cette perte? Avec tout l'amour d'une grand-mère, elle étreignit Andrew, lui offrant réconfort et promesse de soins éternels. « Mon chéri, je suis là pour toi, mamie s'occupera toujours de toi », lui dit-elle, tentant de lui apporter un peu de consolation. Cependant, la réalité de leur situation était difficile. La maison de Margaret était modeste et petite, manquant d'espace pour une chambre juste pour Andrew. De plus, sa situation financière était limitée, bien différente de celle que ses parents lui avaient offerte. Avec regret, elle dut faire des ajustements, y compris retirer Andrew de son cours de violon et le changer d'école. Ce changement, bien que nécessaire, pesait sur le cœur de Margaret, qui savait combien il était difficile pour le garçon de subir tant de bouleversements dans un moment déjà si délicat. Malgré ses limites financières, avec son salaire de réceptionniste d'hôtel ne couvrant qu'à peine les dépenses de base et les médicaments de son mari, Margaret s'efforçait inlassablement. Elle faisait tout son possible pour qu'Andrew se sente accueilli et à l'aise, lui montrant un amour et un soutien inconditionnels, tout en essayant de créer un environnement stable et aimant pour lui au milieu de tant de changements. Chaque jour, avant même le lever du soleil, Margaret se levait pour préparer le petit déjeuner de son petit-fils, dans l'espoir de lui apporter un peu de joie. Elle avait même trouvé quelques jouets presque neufs pour lui dans un bazar près de chez elle. Le grand-père d'Andrew, malgré son amour et sa volonté, était limité par sa condition physique et ne pouvait pas jouer de manière énergique comme Andrew le faisait habituellement avec son père, courant et s'amusant dans la maison. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'Andrew avait déménagé chez ses grands-parents, et une préoccupation croissante occupait l'esprit de Margaret. Le premier anniversaire d'Andrew approchait, et quelque chose de troublant était évident. Le garçon n'avait pas encore prononcé un seul mot depuis le tragique événement. Lors d'une conversation avec sa collègue de travail Claire, Margaret partagea son anxiété. Claire, essayant d'être réconfortante, suggéra que peut-être le silence était la manière dont le garçon faisait face au traumatisme, un comportement qui pourrait être considéré comme normal pour un enfant de 6 ans. « C'est peut-être juste sa façon de tout traiter », dit Claire. Cependant, ces mots ne faisaient qu'accroître l'inquiétude de Margaret, qui se demandait souvent si elle faisait tout de travers, se sentant comme si, d'une certaine manière, c'était de sa faute. La situation devint encore plus pressante lorsque la maîtresse d'Andrew à la nouvelle école passa un appel urgent à la maison de Margaret. Elle souhaitait parler avec la mère du garçon à propos d'une question importante. Margaret, mal à l'aise d'expliquer où se trouvait la mère d'Andrew, dit simplement qu'elle pouvait s'occuper de l'affaire. Allons droit au but. Je suis ici pour demander comment se comporte Andrew à la maison. Communique-t-il bien avec vous? Participe-t-il activement au jeu? Demanda l'enseignante. Margaret, le cœur serré, révéla que le garçon n'avait pas encore commencé à parler. La réaction de l'enseignante fut préoccupante. « Je suis désolée, madame, mais c'est atypique. Un enfant de son âge parle normalement de manière très claire. Il est important que vous l'ameniez chez un médecin le plus tôt possible pour évaluer et commencer un traitement approprié. » Margaret, anxieuse, prit rendez-vous pour une consultation médicale la même semaine. Le pédiatre, gentil et attentionné, gagna rapidement la confiance de la grand-mère. Lors de la consultation et des examens avec Andrew attendant dans la salle d'attente, le médecin partagea ses observations avec Margaret. « Je suis désolé de vous informer, Madame Margaret, mais les symptômes de votre petit-fils sont le résultat d'un stress post-traumatique. Il est physiquement en bonne santé, mais l'impact émotionnel de ce qui est arrivé à votre fille et à votre gendre est profond et ne doit pas être sous-estimé. » Le médecin exprima également la possibilité qu'Andrew puisse faire face à des défis tout au long de sa vie si le traitement n'était pas adéquat et attentif. Margaret ressentit un mélange de soulagement d'avoir un diagnostic et de peur pour l'avenir d'Andrew. Elle était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider son petit-fils à retrouver la capacité de parler et la joie de socialiser comme avant. Le médecin conseilla qu'il était préférable, pour l'instant, d'offrir beaucoup d'attention et d'affection à Andrew en lui parlant fréquemment et en l'encourageant toujours, même s'il n'y avait pas de réponse. Avec le temps, cela pourrait aider le garçon à se sentir suffisamment en sécurité pour commencer à parler à nouveau. De plus, il recommanda qu'Andrew soit régulièrement suivi par un psychologue. Margaret se trouva rapidement confrontée à 2 énormes obstacles, le manque de temps et de ressources financières. Prendre soin d'Andrew nécessiterait qu'elle s'absente du travail, et les consultations psychologiques nécessaires représenteraient une dépense supplémentaire qui pourrait compromettre la stabilité financière déjà fragile des grands-parents. Un après-midi, elle partagea ses préoccupations avec son mari William, exprimant son incertitude quant à la manière de gérer la situation. William, malgré ses limitations physiques, était déterminé à aider. « Je peux chercher un emploi, chérie, même si personne ne veut embaucher un vieil homme en fauteuil roulant. Nous ferons ce qui est nécessaire. »
Nous avons déjà surmonté tant de difficultés, Margaret. Nous ne laisserons pas cela nous vaincre, dit-il en serrant fermement sa main. Inspirée par la détermination de William, Margaret se sentit plus optimiste. Cependant, la réalité s'avéra plus difficile que prévu. Les grands-parents s'efforçaient d'équilibrer le temps entre parler avec Andrew, lui donner de l'espace et de l'encouragement. Ils se consacraient à faire en sorte que le petit se sente non seulement à l'aise, mais aussi aimé et en sécurité. Malgré la fatigue de parler seule, Margaret remarquait de petits progrès chez Andrew. Son désir de s'exprimer était visible. Margaret et William étaient prêts à tout sacrifier pour leur petit-fils. Les sourires d'Andrew, qui était auparavant timide, commençaient à se manifester plus souvent, surtout lorsque Margaret cuisinait et partageait des histoires de sa jeunesse, se concentrant entièrement sur lui. Margaret ne se rendait même pas compte qu'un autre tournant se préparait dans sa vie. Un jeudi après-midi, elle avait été convoquée au bureau de la propriétaire de l'hôtel. La nouvelle directrice, sans attendre, lui annonça qu'elle était licenciée. Margaret était stupéfaite, incapable de réagir. Elle savait que son engagement au travail avait récemment diminué, car elle partait plutôt les jours de faible activité et commençait plus tard lorsque la demande le permettait. Elle pensait que tout le monde à l'hôtel comprenait la situation délicate qu'elle vivait à la maison, s'occupant de la santé mentale d'Andrew. C'était une entreprise sans productivité, elle ne pouvait pas continuer ainsi. C'est ainsi que ça fonctionne, avait déclaré la directrice. Margaret n'en revenait pas. Perdre son emploi à ce moment-là était un coup terrible. La directrice justifiait sa décision en affirmant que Margaret n'était plus aussi concentrée sur son travail et ne produisait plus comme avant. Après avoir consacré 11 ans à l'hôtel depuis son ouverture, elle exigea une justification plus convaincante, sachant que sa présence n'affectait pas directement les résultats financiers de l'établissement. « Vous avez vraiment besoin que je le dise ? Vous êtes une momie ici. Vous avez vu l'entreprise grandir, mais vous n'êtes plus aussi efficace. Vous êtes dépassé et il semble que votre esprit soit toujours ailleurs. Une connaissance à moi de l'université prendra votre poste lundi. Rassemblez vos affaires et partez, révéla la directrice sans pitié. Désespérée, Margaret mit de côté sa fierté et implora de garder son emploi, expliquant entre les larmes que sans ce salaire, elle ne pourrait pas subvenir aux besoins de son mari et de son petit-fils. La réponse de la directrice fut encore plus cruelle. « Ce garçon n'est même pas votre fils. Pourquoi ne le confiez-vous pas à l'adoption ? Laissez le destin s'occuper de lui », suggéra la jeune femme sans empathie. Face aux mots durs de la directrice, Margaret se leva dignement et quitta le bureau aussi vite que possible. L'idée de passer une minute de plus en présence de cette personne horrible était insupportable. Les soucis envahissaient son esprit. Comment allait-elle payer le traitement psychologique d'Andrew et les médicaments de son mari ? Comment allait-elle annoncer à William son licenciement ? Le cœur lourd, elle puisa dans ses forces intérieures pour rentrer chez elle. Pendant le trajet, les pensées de Margaret tournaient autour de la recherche d'une solution. Dès son arrivée à la maison, elle repartit déterminée. Margaret frappa de porte en porte dans sa rue, puis dans tout le quartier, à la recherche d'une opportunité de travail. Elle distribua son numéro de téléphone et parla de ses compétences et de son expérience, se proposant pour des postes de femme de ménage, femme de chambre, cuisinière et même soignante. Sa détermination était alimentée par le besoin urgent de subvenir aux besoins de sa famille. Pendant que Margaret cherchait du travail, William, profondément attaché à son petit-fils et engagé à maintenir les progrès réalisés, faisait également des efforts. Il contacta des connaissances dans l'espoir de trouver une forme de travail malgré ses limitations physiques. Cependant, la marée de défis n'était pas encore terminée pour la famille Foster. Margaret n'avait pas trouvé d'emploi fixe, mais avait commencé à faire des travaux occasionnels comme laver et repasser des vêtements pour certains voisins. Un jour particulièrement chargé, alors qu'elle était submergée de travail, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, Margaret se retrouva face à des agents du service de protection de l'enfance. L'un des officiers apportait une plainte et une ordonnance judiciaire pour emmener Andrew, un coup qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter. « Bonjour madame, nous avons reçu une plainte d'une école indiquant que vous n'avez pas les conditions nécessaires pour prendre soin correctement d'un enfant. Selon nos enquêtes, le garçon n'interagit avec personne et ne communique pas, étant la cible d'intimidation scolaire de la part de ses camarades. De plus, compte tenu de votre âge avancé, de votre chômage et du fait que vous preniez soin d'un vieillard en fauteuil roulant, nous croyons que la situation pourrait s'aggraver au point que l'enfant manque de nourriture ou de vêtements appropriés. Nous allons continuer à enquêter, mais comme mesure préventive, nous devons emmener l'enfant dans un abri. Vous aurez l'opportunité de contester cette décision au tribunal, mais pour l'instant, le garçon restera sous notre garde, expliqua l'agent. Margaret ressentit un frisson parcourir son corps et resta immobile un instant.
Elle tenta de se placer entre l'officier et Andrew, mais un second agent l'en empêcha. Le manque de réaction d'Andrew semblait confirmer l'allégation de négligence. Ainsi, l'agent emmena le garçon, le regard suppliant d'Andrew vers sa grand-mère en disait long. Il ne voulait pas partir. La tristesse de Margaret était immense. Lorsque William se réveilla de sa sieste et apprit ce qui s'était passé, il fut choqué et pleura aux côtés de sa femme. Ils étaient sans mots pour exprimer le réconfort nécessaire à ce moment-là. La seule action possible était de chercher un défenseur public et de lutter inlassablement pour récupérer Andrew. Dans les jours qui suivirent le départ d'Andrew, la vie de Margaret devint sombre et éternelle, comme si un voile gris avait recouvert son existence. Tout semblait s'être effondré soudainement. Déterminée, elle se regarda dans le miroir et se dit « Je ne vais pas permettre qu'ils emmènent mon petit-fils. Peut-être que je n'ai pas tout fait parfaitement, mais j'étais sur la bonne voie. Andrew a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui, et je vais le prouver à tous ceux qui doivent l'entendre. » Margaret essayait de rassembler force et courage pour l'audience, qui aurait lieu dans 1 heure au tribunal. Devant le juge, elle raconta son parcours, détaillant depuis l'accident tragique qui avait coûté la vie à sa fille dans les montagnes, jusqu'à son récent licenciement et l'arrivée inattendue des officiers du service de protection de l'enfance à sa porte. Elle exposa chaque détail, chaque défi et chaque moment de lutte. Après avoir écouté attentivement, le juge décida d'appeler Andrew à parler, voulant entendre la perspective du garçon avant de prendre une décision. « Bonjour petit, tout va bien pour toi? Tu te sens bien chez ta grand-mère et ton grand-père ?» Au tribunal, un silence profond s'installa. Andrew regarda le juge avec une expression sérieuse. Le juge se pencha en avant, réfléchissant à la manière de procéder, puis tenta une autre approche. « Tu aimes ta grand-mère, la dame assise là-bas ?» Andrew baissa la tête, restant silencieux. Enfin, le juge tenta une dernière approche. « Si tu as quelque chose de gentil à dire sur ta grand-mère, s'il te plaît, parle maintenant, sinon tu peux rester silencieux. » Andrew resta muet, et ce silence fut interprété par le juge comme un signe pour prendre sa décision. Par conséquent, le tribunal décida que Margaret n'avait pas les conditions nécessaires pour s'occuper d'Andrew et que le garçon devrait rester dans un abri. Désespérée, Margaret s'écria « Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui, s'il vous plaît. » Mais ses appels furent vains. Le défenseur public qui l'accompagnait resta silencieux, se limitant à organiser l'audience. Pendant ce temps, Margaret fut conduite hors de la salle par 3 officiers pour éviter que la situation ne s'aggrave encore plus. À un moment où l'espoir semblait perdu et les cœurs dans la salle étaient en morceaux, une voix douce et tendre résonna de façon surprenante du fond de la salle, capturant l'attention de tous. « Ne prenez pas mamie. » Ces mots résonnèrent dans la salle du tribunal, arrêtant tout le monde dans un état de surprise collective. Le silence fut brisé par la déclaration ferme d'Andrew, qui jusqu'à ce moment n'avait pas prononcé un seul mot. « Je veux rester avec ma mamie. Je t'aime, mamie. » Andrew parla à nouveau. Le juge, visiblement surpris, s'étrangla et toussa. Margaret, luttant contre les larmes, réussit à se libérer des gardes et se précipita vers Andrew. Elle l'enveloppa dans une étreinte serrée, promettant de ne jamais le lâcher. Profitant de ce moment critique, Margaret fit directement appel au juge. Bien qu'il ait déjà pris une décision, la situation extraordinaire et l'appel émotionnel l'amenèrent à reconsidérer, évitant ainsi une erreur qui aurait pu apporter encore plus de souffrance à la famille. Le juge restitua alors la garde d'Andrew à Margaret. Il s'intéressa également à la situation de licenciement de Margaret, et dans un dialogue presque informel, l'encouragea à poursuivre à la fois l'hôtel et son ancienne patronne pour violation du droit du travail et discrimination. Margaret écouta la recommandation du juge et déposa une plainte. 4 mois plus tard, elle avait gagné son procès contre son ancienne patronne avec l'indemnisation appropriée. Grâce à cela, elle put agrandir sa maison pour construire une chambre juste pour son petit-fils. Et dans le cadre de l'accord du procès, elle obtint également la retraite qu'elle méritait, ayant tout le temps nécessaire pour son petit-fils et la certitude que ses traumatismes resteraient dans le passé. Pour Margaret, la vie qu'Andrew aurait devant lui serait remplie de moments de joie et d'amour aux côtés de son grand-père William. Si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre « j'aime » et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.